absolument fondamentale. Et pourtant, Mendelssohn n'est pas le fondateur de la réforme. Et ça, c'est important de le savoir, parce que c'est souvent un raccourci qu'on fait. Mendelssohn, le premier juif moderne, le premier intellectuel, etc. Et donc, ce serait lui le fondateur de la réforme. Il ne l'est pas pour une simple raison, c'est que lui-même, à titre personnel, était parfaitement orthopraxe. Il respectait tous les commandements, et il ne pensait pas que les commandements pouvaient évoluer. Ce qui va définir la réforme en tant que mouvement religieux réformé, c'est la notion que la loi juive est centrale dans l'expérience juive, certes, mais qu'elle peut évoluer et qu'elle doit évoluer. Et Mendelssohn n'était pas sur cette pensée. Il a simplement modifié l'être juif et son insertion dans la société, donc au nom des idées de la raison, mais il n'a pas créé en tant que tel le mouvement reform, le mouvement réformé. Le terme de libéral viendra plus tard. Au XIXe siècle en Allemagne, en tout cas, on l'appelait le mouvement réformé, beaucoup sur l'influence du protestantisme qui était qu'admiraient beaucoup les premiers juifs réformés. Voilà. Alors, dernière donnée, avant d'en venir à l'histoire très très rapidement du judaïsme réformé lui-même, donc on a vu la Haskalah, les Lumières juives, une déclinaison de la Aufklärung en milieu juif. On a vu ce personnage central de Moïse Mendelssohn qui rebat un petit peu les cartes. Une troisième donnée très importante qui s'appelle la Wissenschaft des Judentums. Alors pardon pour ceux qui ne font pas de l'allemand, ça paraît très très terrifiant comme expression. La Wissenschaft, ça veut dire le savoir. Wissen, c'est savoir. Wissenschaft, le savoir, la connaissance, des Judentums, du judaïsme. C'est tout un mouvement d'intellectuels juifs à partir de 1810-1820 qui vont faire quelque chose d'absolument fondamental, qui vont étudier le judaïsme comme un objet d'étude universitaire. Et ça, c'est une révolution, parce que le judaïsme, c'est quelque chose qu'on vivait. Je veux dire, on naissait juif, on vivait dans un système juif, on priait, on apprenait 2-3 choses, plus ou moins suivant le degré d'éducation qu'on avait. Et voilà, le judaïsme, c'était une sphère de vie, une civilisation, un monde, une culture, une religion, un peuple, tout ce qu'on veut. Mais cette idée que le judaïsme peut être mis quelque part à distance par l'intellect et peut s'étudier comme une science, comme n'importe quelle autre science, donc avec toute l'objectivation nécessaire, etc., ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Alors, il y a des grands personnages, je vous en fais grâce, parce que là aussi, on pourrait passer 2 heures là-dessus. Mais ce que ça va amener, c'est l'idée, et ça va être fondamental pour la suite de l'histoire et pour la création du judaïsme réformé. Ça va, quand on étudie, par exemple, un objet d'étude, il y a un gars qui s'appelle Leopold Zunz, qui a été le grand créateur de la Wissenschaft, c'est le créateur des études juives, en fait. Aujourd'hui, on appelle ça les études juives, mais à l'époque, ça s'appelait la science du judaïsme. Il va, par exemple, étudier la prière, il va découvrir un truc absolument fondamental que personne ne savait, c'est que la prière n'a tout simplement pas toujours été ce qu'elle était. C'est vrai que le juif traditionnel, il rentre dans la synagogue, donc il y a tout un tas de prières, etc., dont il pense qu'elles ont été données par Moïse au mont Sinaï et qu'elles ont été transmises à l'identique pieusement par ses prédécesseurs. Mais en fait, une étude universitaire de la prière montre qu'à chaque époque, il y a des concrétions successives qui se font, que la prière, au temps du Talmud, c'était 2-3 prières fondamentales, mais que le Moyen-Âge a rajouté des couches et des couches et des couches, que le mouvement kabbalistique a aussi... et que la forme culturelle qu'on reçoit, dont les orthodoxes pensaient qu'elle était, encore une fois, donnée par Moïse au mont Sinaï, en fait, était profondément évolutive. Et on voit le potentiel révolutionnaire de cette idée, c'est qu'à partir du moment où on arrive à voir une historicisation d'un phénomène précis, la prière, les textes, ça peut s'appliquer après à tous les domaines, eh bien, va naître très rapidement l'idée que si ça a changé, ça peut continuer à changer. Et qu'en fait, il en a toujours été ainsi. Alors, ces Wissenschafter, ces universitaires n'étaient pas nécessairement très religieux eux-mêmes, donc ils n'ont pas fait migrer cette idée dans le milieu du judaïsme religieux, mais en tout cas, ils en ont posé toutes les puissances intellectuelles. Alors, très concrètement, comment va naître la réforme ? Elle va naître en 2 temps, c'est assez marrant, parce que de manière assez hétérogène. Vers les années 1800-1810,
Donc comme je le disais, les ghettos sont tombés, des gens sont nés donc 20 ou 30 ans auparavant dans un monde où ils deviennent citoyens, ils savent pas trop quoi en faire, mais ça les intéresse quand même. Et quand ils vont à la synagogue, tout simplement, c'est plus supportable pour eux de prier à la manière de leurs ancêtres, des choses qu'on comprend pas, dans une sorte d'obscurantisme, etc. C'est des gens qui commencent à se frotter aux sphères économiques, intellectuelles, de la société en général, et ils veulent réformer le culte. La réforme naît d'abord comme un phénomène esthétique du culte. On en a marre de répéter des trucs qu'on ne comprend pas. On veut chanter comme les protestants qui chantent des cantiques, des psaumes de très belle manière. On veut que le rabbin soit plus un type barbu qui marmonne dans son coin, etc., mais porte collerette et une certaine dignité. On veut que ce sermon ne soit plus simplement « n'oubliez pas de retirer vos miettes de pain à Pessah », etc., mais des discours un petit peu plus élevés, un petit peu plus enrichissants, un petit peu plus inspirés, peut-être même dit en langue vernaculaire, en allemand en l'occurrence, et au lieu d'être en hébreu ou en araméen que personne ne comprend. Donc voilà, c'est des gens qui ne sont pas spécialement des érudits en judaïsme, mais qui, commençant à se frotter aux mondes généraux de la société, veulent quelque part que les standards qu'ils connaissent en examen s'appliquent à la synagogue, qu'on s'y retrouve. Et donc le cœur de la réforme va commencer à porter sur l'esthétique de la prière. Un rabbin avec un personnage nouveau, une fonction nouvelle, plus nécessairement un spécialiste de la loi, mais quelqu'un qui est capable de bien parler, d'élever les cœurs, de poser les enjeux actuels, donc une modification du rôle du rabbin, des prières plus courtes, parce que Zuns va le démontrer quelques années plus tard, mais les 4 ou 5 heures de prière, en fait, n'ont pas vocation. La prière se répète, des parties sont en araméen, des parties sont plus du tout d'accord. On n'est pas tellement d'accord avec le fait qu'il faille prier pour le retour des sacrifices. Donc pourquoi pas ne pas supprimer toutes les prières qui parlent des sacrifices, il n'y en a pas mal, et puis les gens ne peuvent plus supporter 4 ou 5 heures de prière. D'ailleurs, très peu le font. Ce qui se passe, c'est qu'ils parlent de leur business au fond de la synagogue, etc. Donc vaut mieux une prière de 2 heures, 2 heures et demie, où tout le monde soit bien concentré, tout le monde bien ensemble, comprenne ce qu'ils disent. Donc ça veut dire aussi des offices à la fois en hébreu et en allemand. Donc un certain nombre de réformes clés, diminution des offices, élévation des chœurs, compréhension, rôle différent du rabbin, et puis esthétisation. L'esthétique devient un phénomène important, d'ailleurs même d'un point de vue universitaire en Allemagne au XIXe siècle, l'esthétique va naître comme une discipline intellectuelle à part. On est sensible à l'esthétique. Il est important de pouvoir inviter ses frères chrétiens, catholiques ou protestants dans une synagogue et dire « Regardez, le judaïsme est au même niveau que vous », parce qu'il y a une sorte d'admiration pour effectivement, principalement pour le protestantisme à cette époque-là. Donc d'inviter ses frères chrétiens à des cérémonies qui ont de la tenue. Et donc tout ça fait que la première réforme va se jouer au cœur de la synagogue et essentiellement sur le culte. La faiblesse de cette première réforme, c'est qu'elle n'a pas des fondements intellectuels extrêmement solides. Enfin, c'est déjà énorme que d'arriver à réformer cette partie-là, parce qu'on voit bien le mouvement. C'est des types qui veulent être à la fois citoyens et juifs authentiques et vivre une sorte de cohérence générale entre leur vie à la synagogue et leur vie en dehors de la synagogue. Mais il n'y a pas des bases, extrêmement solides idéologiques. Ça va être l'œuvre de 2-3 générations après. Des premiers rabbins, justement, réformés. Des types qui sont effectivement passés par l'université, donc qui sortent avec des doctorats dans les années 1820-1830, donc des gens nés en 1800, donc on est déjà à 20 ans après la mort de Mendelssohn, et les premiers rabbins vont sortir de l'université, donc en 1820-1830, ils vont commencer à prendre des places dans certaines synagogues, au prix d'ailleurs de luttes parfois fracassantes avec des communautés qui ne sont pas toujours portées à la modernité. Et l'un d'entre eux, en tout cas certainement, Abraham Geiger, G-E-I-G-E-R, va être vraiment le créateur, le fondateur du judaïsme libéral. Bon, je résume un peu parce qu'il y a eu d'autres personnes remarquables, mais c'est vraiment lui. S'il y avait un nom à retenir, ce serait lui, Abraham Geiger, donc qui prend un poste en 1839 dans une communauté, peu importe, en Allemagne. Et lui va être le fondateur, il va donner une armature intellectuelle au judaïsme libéral sur l'idée dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Il y a un truc qui le frappait dans la culture juive, c'est que pour lui, la culture juive vivait une sorte de présent éternel. Il y a la Bible, il y a le Talmud, écrit entre 0 et 500,
la Bible, ce sont des vieux textes, etc., canonisés en 3 fois. On sait que la Torah canonisée à peu près vers 500, moins 500. Les prophètes, quand on les lit, il n'y a pas d'influence grecque, donc on sait que c'est avant l'arrivée d'Alexandre au Moyen-Orient, donc vers moins 300, en gros, les prophètes sont canonisés. Et puis les écrits, les hagiographes, c'est plutôt vers 100. C'est un peu des textes fourre-tout, etc. Donc ça, c'est la Bible. Le Talmud 0500, c'est le compte-rendu de toutes les discussions talmudiques, aussi bien en babylonique en Palestine. Et puis après, bien sûr, il y a les commentateurs médiévaux, etc. Et la culture juive traditionnelle mélange ça dans un joyeux mélange, une sorte de présent éternel, où on peut très bien commenter un verset, dire que Rashi dit ça, et que Maïmonide lui répond, dit ça, et que Rabbi Yochanan dit ça, etc. Et c'est d'ailleurs merveilleux dans la culture juive traditionnelle, etc. Mais tout ça n'est absolument pas historicisé. Rashi est un rabbin du XIe siècle, Maïmonide un rabbin du XIIe siècle, début XIIIe, Rabbi Yochanan c'est le IIe siècle. Et donc, il y a une sorte de joyeux mélange qui n'aide pas forcément à comprendre que la culture juive est agrégative et que à chaque époque, bien qu'elle soit traditionnelle, qu'elle reprenne l'héritage qui la précède, elle a aussi ce qu'on appelait en allemand un Sitz im Leben, c'est-à-dire un contexte précis et un agenda intellectuel précis qui n'est pas forcément le même. Entre la Bible et le Talmud, c'est 2 ambiances intellectuelles différentes. Et Geiger a à cœur d'introduire de l'historicité dans tout ça. Et de montrer que parfois des textes répondent, que c'est pas la tradition n'est pas un glacis général où n'importe quel rabbin de n'importe quel siècle dit la même chose, mais qu'il y a une évolution dans le judaïsme. Et informé des travaux universitaires qui commencent à se faire, justement très précis, sur la prière, sur l'histoire du sermon, sur l'histoire de telle ou telle idée, etc. Il y a des monographies qui commencent à sortir, etc. C'est lui qui va vraiment formuler l'idée révolutionnaire, en quelque sorte, de dire, mais attendez, d'abord, il n'y a pas d'orthodoxie. Il y a toujours eu des gens qui ont pensé des choses différentes. Et puis, entre la Mishnah et la Gemara, qui sont 2 strates du Talmud, en fait, ce sont deux processus complètement différents. Il y a une évolution totale. C'est pas du tout la même ambiance intellectuelle. Et puis, si on prend 300 ans après, c'est encore une autre langue. Mais dites-moi, si c'est ça, alors il y a toujours eu une évolution dans le judaïsme. Et l'idée qu'aujourd'hui, il faut adapter le judaïsme, parce que, alors, même chose encore entre la Mishnah et la Gemara du 5e siècle, et nous, aujourd'hui, qui vivons au 19e siècle, il y a nécessité d'adapter les choses. C'est pas, en fait, révolutionnaire, ou c'est pas illégitime de le faire, puisqu'en fait, la loi la plus constante du judaïsme, ça a été l'évolution. Donc c'est lui qui a su, de manière érudite, montrer à travers des études très précises de... Les premiers réformateurs n'étaient pas des érudits, c'était des types qui voulaient changer les choses. Mais il y avait un côté, et d'ailleurs c'est ce qu'a donné peut-être la mauvaise presse au judaïsme libéral, un petit peu polémique. On avait envie de se faire du rabbin quand même, on avait envie aussi d'aller un petit peu vite. Le Talmud, c'était synonyme de vieillerie, c'était plutôt la Bible, etc. Abraham Geiger, en tant que rabbin, avait la culture religieuse, avait les reins assez solides pour... pouvoir émettre des idées révolutionnaires sans nécessairement diminuer la culture religieuse elle-même. Donc c'est lui qui, à travers une étude extrêmement précise des textes, a montré que le judaïsme en fait était constamment évolutif, première idée forte et révolutionnaire, et que, deuxième idée révolutionnaire, que s'il avait été constamment évolutif, alors il y avait légitimité à pouvoir continuer à l'être, et en fait qu'il fallait l'être, parce que la situation de modernité étant complètement différente, il fallait faire évoluer le judaïsme, mais que l'évolution de la réforme n'était pas une rupture, mais en fait une continuité. C'est ça, ça a été ça la tâche intellectuelle, la mission intellectuelle, le succès intellectuel de Abraham Geiger. Et là, on est effectivement dans la réforme. Alors bon, voilà, il y a toute une génération de rabbins réformés qui a commencé à prendre des postes à droite, à gauche, etc. Et pour aller très très vite, parce que je vois que le temps avance, le judaïsme libéral s'est structuré idéologiquement à travers 3 grandes conférences, la conférence de Brunswick en 1844, la conférence de Francfort en 1845 et la conférence de Breslau en 1846, qui a, alors là, systématiquement pris
tous les sujets du judaïsme, l'égalité des hommes et des femmes, comment le deuil, la vie synagogale, etc. Enfin, tout un tas, les conversions, tout un tas de la cache-route, etc. Tout un tas de sujets sur lesquels ils ont pris des décisions. Et ça aussi, historiquement, c'est important, c'est seulement à ce moment-là que d'autres rabbins qui n'étaient pas d'accord avec les décisions prises dans ces 3 congrès fondateurs au milieu du 19e siècle, ont dit non, nous on ne veut pas ça, et sont devenus en fait des orthodoxes. Orthodoxe est un mot qui n'existait pas avant. Orthodoxe est un mot réactif qui s'oppose à la réforme. Et ça, c'est fondamental de comprendre. C'est-à-dire que les rabbins réformés n'étaient pas a priori réformés. C'était des rabbins élevés dans la tradition totale qui voulaient faire évoluer les choses. Et c'est le fait du refus de certains de vouloir faire évoluer les choses que des camps se sont figés, que le judaïsme est devenu ce qu'on appelle, enfin ce que les anglo-saxons appellent dénominationnel. Les différentes dénominations, orthodoxes, massorti, libérales, réformées, etc., sont nées seulement à ce moment-là, par réaction. Alors au passage, je sais qu'il y a des massortis dans la salle, donc juste une petite précision, c'est lors d'un de ces congrès qu'un autre rabbin tout aussi fameux, rabbin Zacharias Frankel, dans la conférence de Francfort en 1845, a pris des positions un petit peu différentes. Lui aussi était sur l'idée que la loi pouvait évoluer, intellectuellement le judaïsme démontrait cela, qu'elle devait évoluer, il en était bien d'accord, mais par contre, bon, il avait des petites modalités différentes, et lui a fondé ce qu'on appelle le judaïsme conservative. Aux États-Unis, on appelle ça conservative, en France, massorti, et ce sont des communautés qui existent aussi à Paris. À Paris, il y a 4 communautés libérales, et il y a 2 communautés massorties, le rabbin Rivon Krigier et Yeshaya d'Alsace. Donc voilà, je mentionne juste ça, là, c'est un micro-détail dans le monde juif, mais voilà, il y a eu aussi des réformes avec des couleurs un peu différentes. Un des faits majeurs du judaïsme au XIXe siècle, c'est qu'il s'est exporté à ce moment-là aux États-Unis, et comme c'était un pays de grande liberté, il n'y avait pas les pesanteurs politiques, etc., propres à l'Europe, le morcellement territorial et politique de l'Europe aussi, hein, rendez-vous compte, c'est plus d'une centaine d'États, d'évêchés, etc., en Allemagne, il a fallu l'unification de Bismarck pour que... il y avait tout ça... provoquait beaucoup de pesanteurs politiques qui jouaient d'ailleurs à l'encontre du judaïsme libéral. Les pouvoirs politiques n'aimaient pas trop les réformateurs parce que ça devenait compliqué pour eux d'avoir différents interlocuteurs. Et ça, c'est un trait qui caractérise peut-être toujours le judaïsme en France, qui ne plaide pas pour la pluralité. Ça, c'est un autre sujet, je conclurai peut-être par ça. En tout cas, le fait majeur, c'est qu'au milieu du XIXe siècle, le judaïsme libéral s'exporte aux États-Unis, où il devient rapidement majoritaire. Alors là, je fais un saut très rapide, parce que là, je suis proche de ma conclusion, et puis je préfère plutôt répondre aux questions. En France, le judaïsme libéral, le judaïsme réformé va mettre du temps à migrer. Il ne va être créé qu'en 1907, et c'est la communauté de Copernic. Pourquoi en 1907 ? Parce que ça suit la loi de 1905. Il n'était pas possible d'avoir plusieurs expressions avant la loi de séparation des églises et de l'État. Copernic va porter le judaïsme libéral pendant plus de 70 ans seul, jusqu'en 1977, où un certain nombre de familles, dont le rabbin Fari, Colette Kessler, qui sont peut-être des noms que certains connaissent ici, vont créer la deuxième communauté historiquement libérale, le MJLF, auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Et puis après, il va y avoir d'autres mouvements. Quelles sont en gros les positions du judaïsme libéral, dont vous avez compris que la philosophie générale, c'est une certaine ouverture à la cité, une ouverture à la culture environnante et une certaine souplesse, en tout cas qui cherche à maintenir les 2 bouts de l'équation, qui sont l'équation fondamentale de la modernité, rester juif, rester connecté à la tradition, rester authentiquement juif, tout en étant authentiquement citoyen et sans être schizophrène, parce que c'est aussi la schizophrénie, c'est aussi une solution, à la fois être très très intégré professionnellement dans la société, etc., être très très religieux, synagogal, etc., et puis avoir une espèce de partition interne qui fait qu'on clôt les mondes. Mais là, c'est comment être cohérent dans sa vie en maintenant les 2 bouts de l'équation.
Et donc tout ça s'articule sur un certain nombre de positions qui nous séparent effectivement, qui nous distinguent en tout cas, pas séparés, mais qui nous distinguent intellectuellement des positions du consistoire ou de l'orthodoxie ou simplement du judaïsme traditionnel. L'égalité des hommes et des femmes, ça c'est principiel, c'est une des premières décisions prises. Donc ça va, voilà, une femme peut devenir rabbin, une femme peut lire dans la Torah, une femme peut faire, les jeunes filles et les jeunes garçons étudient exactement les mêmes textes et célèbrent de leur même façon la bar ou bat mitzvah. Ça c'est un point principiel. Alors là c'est important que le judaïsme traditionnel ne soit pas arrivé à cette conclusion, parce qu'encore une fois, si on prend les seuls textes, rien ne s'y oppose. C'est simplement le poids de la sociologie qui fait que il y a toujours cette inégalité. Voilà. Alors après, ça va se nicher dans des régions plus précises du judaïsme, mais non pas moins importantes. Par exemple, le guet, le divorce juif, est inégalitaire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Viviane Amsalen, Guet, etc. C'est assez terrifiant. Dans le judaïsme traditionnel, c'est le mari qui délivre le guet seulement, donc c'est complètement asymétrique. Évidemment, le principe d'égalité fait que là, comme ailleurs, dans le mariage aussi, les droits sont équivalents et le divorce ou le mariage peut être déclenché aussi bien par l'homme que par la femme. Donc c'est un point très très important du judaïsme libéral. Un deuxième point extrêmement important, et ça a un impact sociologique très grand, c'est la reconnaissance de la patrilinéarité. Vous savez que dans le judaïsme traditionnel, on est juif de deux manières, soit par la mère, soit par conversion. Le judaïsme libéral y ajoute une troisième possibilité, la reconnaissance de la patrilinéarité, la reconnaissance du fait qu'un enfant né de père juif est juif, enfin peut être juif s'il reçoit le judaïsme et s'il se reconnaît comme juif, bien entendu. Et donc sociologiquement, c'est extrêmement important parce que ça remet dans le giron de la judéité énormément de gens. Après, bon, bien sûr, on a vu, c'était un point historiquement fondamental, ce sont des offices différents qui se veulent plus ouverts, plus dynamiques, plus créatifs sans doute, plus musicaux, plus axés sur la compréhension réelle. Et puis un quatrième point, c'est une plus grande ouverture sans doute pour les conversions. Le judaïsme a été une religion fermée parce qu'historiquement aussi les choses étaient compliquées, mais dans l'essence même du judaïsme, il n'y a rien de fermé. Il y a eu de nombreuses conversions au temps du Talmud, de nombreux rabbins du Talmud sont fils, sinon petits-fils de convertis. Et donc, une plus grande souplesse, pas moins de rigueur, mais en tout cas beaucoup plus de souplesse dans l'approche des conversions. Et puis, d'une manière générale, je vous dis, une ouverture à la cité et à la culture environnante, au dialogue interreligieux. Enfin, ce genre sont des valeurs qui sont vissées au corps d'un juif libéral. Alors, je conclus pour faire... voilà, autour du thème, du titre peut-être de la conférence, c'est la diversité. Je dirais que toute personne qui présente voilà, le judaïsme comme quelque chose de monobloc ou axé autour de l'orthodoxie, tout simplement historiquement à tort, il n'en a jamais été ainsi. Il est vrai qu'il y a quelque chose en France qui limite donc le judaïsme est divers, il l'a toujours été, et bien sûr qu'il l'est encore aujourd'hui. Simplement, cette diversité ne se traduit pas au niveau institutionnel. Et ça dérive d'un fait extrêmement particulier à la France, le consistoire. Le consistoire a eu ses vertus, bien sûr. Le côté magnifique du consistoire, c'est qu'il officialise l'émancipation des Juifs. 1791, la Révolution émancipe ces Juifs, le premier pays à le faire. Il faudra attendre 100 ans plus tard en Allemagne. C'est Bismarck qui, en 1891, émancipe les Juifs allemands. Donc voilà, le consistoire et la reconnaissance du fait que le juif soit citoyen. En même temps, on sait très bien historiquement, donc c'est Napoléon qui organise en 1806, 1807 ce consistoire. Napoléon était Napoléon, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une visée un petit peu militaire, avoir un interlocuteur vis-à-vis de la République, pouvoir contrôler aussi le judaïsme. C'est vrai que les 20 questions posées au Sanhédrin, c'est-à-dire à l'Assemblée des notables juifs réunis pour l'occasion, pour savoir si le judaïsme était soluble quelque part dans la République, était un petit peu limite parfois injurieux. Mais enfin, c'est un objet d'étude intéressant. En tout cas, voilà, soyons positifs. Le consistoire a permis d'avoir une visibilité du monde juif vis-à-vis de la République. Au XIXe siècle, il a accompagné les changements du judaïsme de manière assez incroyable.
On ne peut pas dire que c'était le judaïsme libéral, ce serait anachronique de le dire, mais il a harmonisé les cultes, ashkénazes, séfarades, il a posé la question de la patrilinéarité. Beaucoup de rabbins consistoriaux ne le savent pas ou font semblant de ne pas le savoir encore aujourd'hui. Enfin, des choses complètement incroyables. Et il s'est durci depuis la Seconde Guerre mondiale, à la suite de plusieurs phénomènes. Et aujourd'hui, il laisse en dehors de son institution mais tout un tas de mouvements, dont le mouvement libéral, dont le mouvement Massorti, dont les juifs laïcs aussi. J'ai oublié de parler de cette sensibilité, mais on peut être juif. Alors juif laïque, d'ailleurs, c'est pas un mot qui me plaît, parce que moi je me considère comme juif et laïque. Je reconnais la laïcité comme mon cadre et comme la norme qui s'impose, pour la norme du vivre ensemble qui s'impose en France. Donc laïque, pour moi, ne s'oppose pas à religieux, mais c'est vrai qu'il est quand on dit juif laïque, on entend une sensibilité qui se sent très juive par l'histoire, malheureusement souvent par la Shoah, par une histoire familiale liée à la Shoah, mais d'une manière générale par la culture, etc., sans expression synagogale ou rituelle particulière. Donc c'est un courant extrêmement fort, une sensibilité extrêmement forte du judaïsme dans le monde et en France en particulier. Le consistoire laisse en dehors de son petit monde tous ces gens-là, c'est-à-dire en gros 4/5 de la communauté juive en France, avec des positions incroyables. On a vu malheureusement des choses très très moches, des chantages, des extorsions, voire tout un tas de turpitudes morales incroyables. Inutile de vous dire que le mode de constitution, d'élection du consistoire est d'une opacité absolument extraordinaire. Je ne saurais même pas vous expliquer comment on est élu au consistoire. C'est des élections à double tour, de manière indirecte, etc., avec des pondérations multiples, etc. Donc en termes de gouvernance, alors là, je crois que on peut pas faire pire. Alors, il y a bien sûr, individuellement, il me faut le dire, des personnalités remarquables, des personnalités ouvertes dans tous les mondes, et il y a aussi sans doute des extrémistes, des gens moins ouverts dans les communautés libérales aussi. Hein. Je ne veux pas dire qu'il y a les bons et les méchants, bien sûr, c'est beaucoup plus... la réalité, c'est toujours l'individu, avant même ses déterminations idéologiques, mais globalement, le consistoire ne pousse vraiment pas à la reconnaissance de la pluralité, et c'est un gros problème. Et dans le monde consistorial, dans le monde traditionnel, beaucoup de gens le disent, ça s'écrit, ça se dit, et c'est un vrai problème, quoi. Donc, je conclurai là-dessus. Le judaïsme a toujours été pluriel, il l'est tout autant aujourd'hui, mais il y a cette petite crispation des institutions juives qui ne permet pas justement la pleine expression de cette diversité. Et je dirais que c'est un problème, d'autant plus dans la situation actuelle où les tensions éventuellement intercommunautaires ou les conséquences du 11 janvier et autres, et du monde fou dans lequel on vit, exigeraient en tout cas un peu plus de représentativité des diverses sensibilités. Voilà, je m'arrête là-dessus. Après, peut-être échanger à partir de vos questions.